Allez, on va parler tout de suite. Donc, c'est le moment où tu vas acheter. Tu vas acheter, le bien te plaît, le vendeur a l'air prêt à te vendre, tu es sur le point de dire oui, il est sur le point de dire oui, la magie opère, et comment on fait? Comment on fait? Bah, c'est là où ça va se concrétiser. Tu vois, tu peux même avoir peur parce que depuis le temps que tu cherches, que tu arrives pas, tu es en train de toucher du bout des doigts cette affaire qui est là. D'un seul coup, tu peux avoir peur. Mince, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que je fais bien acheter? Est-ce qu'il va pas m'arriver un truc, une catastrophe? Est-ce que je vais pouvoir louer? Est-ce que ça va bien se passer? Est-ce que je vais pas découvrir un truc? Tout ça, c'est normal. À partir du moment où tu chamboules tes habitudes, c'est normal. Tu vas voir qu'après, en prenant l'habitude, tu vas acheter des biens, des maisons, des appartements, des immeubles, comme tu vas acheter ta baguette. Voilà, de pain. Hein. Moi, je te le souhaite. C'est tout ce que je te souhaite. Et donc, comment ça se passe? On va rentrer un petit peu plus en détail. Si tu as des questions, bien évidemment, tu me les mets. Là, je vais mettre le truc. Alors, là, j'ai pas d'assistant aujourd'hui. Clac. Alors attends, excuse-moi 30 secondes, là malheureusement c'est du direct. Est-ce que je vais avoir les questions qui vont s'afficher ici? Tac. Parce que je n'ai pas d'assistant. Bon, alors ça ne veut pas marcher ici, tac. Ah bah c'est bien si j'ai pas de... Ok, bon bah on va le faire sur le téléphone. Donc alors, tu vas faire une offre. Donc déjà pour faire une offre d'achat, il faut avoir la personne en face de toi. On ne fait pas d'offre par mail. Voilà, c'est interdit. Il ne faut pas faire d'offre écrite par mail parce que ça n'a aucun poids. Il va falloir que tu aies la personne en face de toi. Le vendeur, idéalement, si tu passes par un agent immobilier, il faut que tu convoques l'agent immobilier ou que tu ailles le voir à l'agence, tu prennes un rendez-vous et que vous vous posez. Tu te fais payer le café, commence déjà à te faire offrir des choses parce que l'agent immobilier, lui, il attend aussi avec impatience une offre. Qui dit offre, dit possibilité de transaction. Qui dit transaction, dit paye. Pour lui, hein, l'agent immobilier, il est payé uniquement quand il se passe quelque chose. D'accord? Il n'est pas payé à la visite. Hein. C'est pas un gardien de musée. Donc lui, il est payé que le jour où il vend. Donc si tu dis offre, c'est l'étape obligée pour pouvoir être éventuellement payé si l'offre elle est acceptée et que ça va au bout. Donc, tu vas te mettre en face de la personne et on n'annonce jamais un prix d'emblée comme ça. Un prix sans décorum, un prix sans argumentaire, un prix comme ça ne se présente pas. Hein, il faut toujours préparer les choses, il faut récapituler, et il faut raconter l'histoire de ce prix. Je vous fais pas une offre, j'en sais rien, à 100 000 balles comme ça, parce que c'est 100 000 balles. Je vais vous raconter l'histoire de votre bien, de ma visite. Voilà, j'ai visité ce bien. Il m'a plu, parce que l'emplacement correspond à ma recherche. Par contre, j'ai vu qu'il y avait ça et ça qui va pas. J'envisage de faire ça et ça. Et il va y avoir, évidemment, il y a des travaux parce que votre bien, vous l'avez pas entretenu comme il fallait. Il va y avoir ça et ça. Tu racontes l'histoire, tu balances pas ton prix tout de suite. Parce qu'un prix, on ne balance jamais un prix comme ça. Il y a une histoire. La seule fois où on balance un prix comme ça, c'est quand le prix est un argument de vente. C'est-à-dire, soit c'est un prix coup de poing, soit c'est un prix ou soit tu achètes 3 fois le prix. Par exemple, le bien il est à vendre 160 000 balles et que tu fais une offre à 160 000, tu peux dire le prix tout de suite parce que voilà, ça va être accepté. Donc le prix, on ne donne le prix que si c'est un argument. Hein, d'accord? Donc c'est soit un hypermarché te vend un prix, il écrit les prix en gros, mais il te vend un prix, il ne vend plus le produit, il te vend une salade à 50 centimes. Donc c'est 50 centimes qui est marqué en gros. S'il veut te vendre, j'en sais rien, un appareil qui coûte très cher, ben il va te vendre autre chose. Tu vois, il va te vendre l'expérience du produit, il va te vendre autre chose. Et le prix, c'est vraiment à la fin. D'accord? Si tu es vraiment intéressé et tout. Donc, tu racontes l'histoire de ta visite. Tu remets en scène tout ça et pour faire arriver au final le prix. Tous les éléments que tu vas donner, tous les arguments, par exemple à l'agent immobilier, eh ben, c'est pour que lui se transforme un peu en ambassadeur. C'est-à-dire que lui, après, il va aller prendre ta proposition, il va aller l'amener au propriétaire, et lui, ben, il va devoir tenir le discours que tu viens de lui tenir. Donc, mâche-lui le travail pour que lui ben, se fasse ton porte-parole. D'accord? Il faut lui donner les armes pour qu'il puisse aller décrocher un oui au niveau du vendeur. D'accord? Donc là, on est en train donc de formaliser l'offre d'achat. D'accord? Donc, tu vas l'écrire sur un papier. On ne fait pas une offre d'achat
oralement. Pourquoi? Parce que ça n'a pas de valeur. Si tu fais un papier, moi je fais tout sur les papiers, si tu fais un papier, ça veut dire que quand tu montres ton offre à l'acheteur, par exemple, tu dis, regardez, je vous fais une offre à 150 000 balles et je vais le marquer. Ça représente 150 000 balles. C'est comme si tu lui montrais une liasse de billets devant lui. C'est-à-dire que là, j'ai conscience que mon offre, elle n'est pas à la hauteur de ce que vous espériez, mais cette offre, regardez, ce morceau de papier matérialise la fin de votre calvaire de vendeur. C'est-à-dire que là, je vous libère. Hein, je vous libère un petit peu et vous allez être débarrassé. Et puis maintenant, à vous la belle vie. Hein, qu'est-ce que vous allez faire de tout cet argent? Hein? Est-ce que vous allez pouvoir enfin déménager pour rejoindre votre pays de destination, là où vous avez été muté? Peut-être que maintenant, avec madame avec qui vous avez divorcé, c'est le moment de solder et de partir. Faites votre route de votre côté, tu vois. Tu es en train de le libérer, donc espérons que ça passe. Mais il faut, voilà, tu l'écris sur un papier pour que ça soit quand même le plus matériel possible. Tu peux pas venir avec des tas de bifetons et des lingots d'or sur la table pour dire, regardez, qu'est-ce que tu fais? Tu les prends ou tu les laisses? Hein? Donc le seul moyen de matérialiser, c'est de le faire par écrit et que la personne, elle est entre les mains. Donc ça, c'est quand tu as le vendeur, par exemple, en face de toi et quand tu négocies. Alors moi, j'ai eu plusieurs cas, soit avec des vendeurs en direct, soit avec des agents immobiliers. C'est toujours bien. Qu'est-ce que doit contenir cette offre? Elle doit contenir un descriptif détaillé du bien, ce que tu as visité, hein, tel immeuble avec tant d'appartements, les appartements où il y a telle pièce, patati patata. Quand tu as l'adresse, tu vas sur le site du cadastre.gouv.fr, tu me ressors la référence cadastrale, hein, parce que c'est pas un immeuble rue Tartampion, il y en a plein d'immeubles sur la rue Tartampion. Si l'agent immobilier, il veut par exemple casser ton offre de prix, il peut dire, il peut faire l'affaire avec quelqu'un d'autre, et toi tu dis non mais attendez, j'ai l'offre de trucs, si c'est pas détaillé, il dit ah, je croyais que c'était l'immeuble qu'on avait visité, 3 pâtés de maison plus haut. Toi, il faut vraiment être très très précis. Si tu peux marquer le numéro de parcelle et vraiment la description du bien, tu mets tout ça. Une chambre, un WC, le garage au rez-de-chaussée, le terrain derrière, tu me mets tout, d'accord? Tu vas donner aussi, avoir les conditions d'achat. Hein, tu peux mettre si tu vas faire un prêt ou pas, c'est pas obligatoire. C'est bien de le mettre, mais si tu vois que ça peut faire tiquer les choses, le but de l'offre d'achat, c'est d'avoir un oui tout de suite. D'accord? C'est que le bien soit bloqué. Si tu mets rien, tu peux, par exemple, tu vas faire un crédit. Est-ce que tu le mets ou pas? Tu peux le mettre, tu n'es pas obligé, mais tu dis pas que tu achètes cash non plus. D'accord? C'est juste histoire de bloquer le bien. Après, tu pourras dire, évidemment, on met les clauses quand tu vas te demander pour la rédaction du compromis. Donc le compromis, c'est ce qui vient après. Tu dis, bon, évidemment, on mettra les clauses classiques. Hein, je vais faire un emprunt à 110% et on mettra les taux qui vont bien. Pour l'instant, je vous fais une proposition, donc comme ça, voilà. Donc, à voir. Moi, je le mets pas forcément, d'accord? C'est pas bloquant. Moi, le but, c'est d'avoir l'offre contresignée pour bloquer le bien. Parce que si l'offre, elle est contresignée, la vente devient parfaite. Donc, c'est-à-dire que normalement, le vendeur n'est plus censé proposer le bien sur le marché et le bien, il est acquis pour toi. Attends, alors j'ai vu une question passer. Peux-tu négocier avec un chasseur d'appart? Bah oui, tu négocies avec tous les intermédiaires et ton chasseur d'appart, il va devenir ton ambassadeur. Donc la première personne avec qui, c'est comme ton patron quand il négocie avec toi, et toi tu vas négocier ensuite avec les clients. Si j'en sais rien, tu es sur un comptoir. Donc le chasseur, ça devient ton ambassadeur. Donc il faut qu'il soit de ton côté. D'accord? Salut tout le monde. Hop, il n'y a pas d'autres questions. Donc je reviens. Donc les conditions d'achat, tu peux les mettre éventuellement, sauf si ta priorité c'est de bloquer le bien. Et ton offre d'achat, elle doit être avec une durée. Hein, tu n'achètes pas, j'en sais rien, je vous fais une offre d'achat où j'achète cet immeuble, point. Il faut marquer une date. Parce que si le mec il revient dans 10 ans, oui, mais attendez, vous m'avez dit que vous allez acheter le bien ici, là. Non, mais elle est datée. Elle est, voilà, c'est, j'en sais rien, pour une semaine. Tu t'engages que pendant une semaine, le gars il peut réfléchir, ou pendant 3 jours, ou j'en sais rien. D'accord? C'est toujours daté et avec une durée maximum. D'accord? Même tu peux mettre une date courte pour faire l'effet d'urgence. Hein, ça peut bien marcher. Tu dis, moi je vais faire une offre là parce que je fais une contre-visite après-demain et je vais faire une offre sur l'autre bien si vous ne voulez pas me le vendre. Hein, donc voilà. Donc on se dit dans 2 jours maximum. Prenez le temps de réfléchir. Hein, je ne vous mets pas le fusil sur la tempe, mais voilà.
Il n'y a pas que votre bien sur le marché. Je suis investisseur, je ne vais pas habiter dedans. Et moi, que ça soit celui-ci ou un autre, pour moi, voilà, je suis là pour encaisser des loyers. Hein. Si c'est avec le vôtre, tant mieux, ça vous arrange. Si c'est avec celui du voisin, bon ben, vous, il faudra continuer à chercher un nouvel acheteur, faire des visites, peut-être tôt le matin, tard le soir. Et enfin bon, après voilà, chacun son truc. Hein. D'accord. Il faut une date d'horizon pour le compromis aussi. Il faut essayer d'aller vite. Hein. Donc tu dis au vendeur, voilà, si on est d'accord, le compromis, il faut que sous 15 jours, on ait pris un rendez-vous chez le notaire pour faire le compromis. On ne va pas attendre 107 ans et faire durer le plaisir. Donc l'offre d'achat, tu te rappelles, il y a tous ces points. Si tu discutes avec le propriétaire en face, donc l'offre d'achat, ça ne dépend que d'un côté de la partie. C'est-à-dire que ça n'engage que l'offre d'achat, l'acheteur. C'est-à-dire que l'acheteur, il s'engage à acheter le bien. Le vendeur, lui, tant qu'il n'a pas accepté, ça ne l'engage pas. D'accord? C'est unilatéral, ce qu'on appelle. Donc, tu as préparé ton offre d'achat qui était dans ta poche, tu négocies avec le vendeur et imagine qu'il est OK. Bon, ben, cette offre d'achat, tu ne vas pas la sortir et tu vas prendre une feuille de papier et tu vas faire ce qu'on appelle ici une promesse de vente. Et donc, c'est le vendeur qui, lui, va te promettre, qui va te vendre le bien à toi. Et toi, tu vas le contresigner pour bloquer, pour que cette vente soit parfaite. D'accord? Donc, c'est encore mieux. L'offre d'achat, ça n'engage que l'acheteur. D'accord? Et une fois qu'elle est contresignée, la vente est ce qu'on appelle parfait. Donc, normalement, il ne peut pas le proposer à quelqu'un d'autre. Si, pendant la négociation, ça se matérialise et que vous vous mettez d'accord, à ce moment-là, tu sors une feuille, une feuille blanche et tu commences à rédiger exactement comme ton offre d'achat, mais là, ça sera promesse de vente, c'est-à-dire que là, ici, le vendeur s'engage à te vendre le bien à toi. D'accord? Et donc toi, tu n'es pas engagé tant que tu ne contresignes pas. D'accord? Mais ça a une force un petit peu plus. C'est le vendeur qui te vend. Hein, c'est-à-dire que lui, il est un peu plus à ta merci. Donc psychologiquement, c'est pas mal. Donc si tu vois que tu as le vendeur en face de toi, qu'il est OK, promesse de vente. En attendant de se retrouver au notaire pour le compromis. D'accord? Donc tu as bien compris, une offre d'achat ou la promesse de vente, ce sont des actes unilatéraux. Ça n'engage qu'une des parties. D'accord? Une fois que c'est contresigné, la vente devient parfaite. D'accord? Alors, qu'est-ce que j'ai noté d'autre? Donc, c'est ce que je t'expliquais. Voilà, donc c'est ce qu'on appelle unilatéral. Quand tu sens que l'offre est un peu fébrile, ah, ça c'est intéressant. Quand tu sens que l'offre est un peu fébrile, c'est-à-dire que là c'est vraiment une très très bonne affaire et que tu sais que il y a peut-être anguille sous roche, qu'il y a peut-être quelqu'un d'autre qui va venir, qui va surenchérir, parce que même si la vente elle est parfaite, bon, s'il y a quelqu'un qui arrive et qui dépose 50 000 de plus sur la table, peut-être que le vendeur il dira oh mais attendez, je sais pas si le document qu'on a fait il est bien valable finalement, patati patata, et il peut essayer de te la faire à l'envers. Donc quand tu es sur une très très bonne affaire, que tu as constaté que peut-être tu as été le premier, tu l'as tellement bien négocié, tu l'as retourné le gars qu'il te dit oui, vous signez le truc et tu sais qu'il y a 50 visites derrière de mecs qui vont peut-être surenchérir, tu peux faire ce qu'on appelle un enregistrement de l'acte et tu vas aux impôts. Et donc tu vas déposer cette offre d'achat que tu as fait qui est contresignée ou cette promesse de vente qui est contresignée, et ben tu vas aux impôts et tu l'as fait enregistrer. Pourquoi? Parce que ça lui confère une date certaine. Même à la limite, après tu peux bloquer la vente s'il décide de le vendre à quelqu'un d'autre. Tu peux dire attendez, j'ai été faire enregistrer la promesse de vente aux impôts à telle date. Donc voilà, ça évite de faire des faux en écriture, c'est-à-dire que si lui il veut vraiment la faire déposer une autre, elle sera forcément postérieure. Et donc là tu peux l'embêter, tu peux aller au tribunal, bloquer la vente et tout. Donc sur des affaires qui sont vraiment où tu sens qu'il y a beaucoup de fébrilité, que ça peut t'échapper, le fait d'avoir un document opposable avec une date certaine, bon, ça peut prévenir un faux en écriture publique ou des choses comme ça, d'accord? Ça vaut 125 balles. Bon, à toi de voir si la vente est fébrile ou pas. Il faut savoir que ça peut exister, d'accord? Donc une fois que vous avez signé, contresigné soit l'offre d'achat, soit la promesse de vente, et ben écoute, hein, vous allez répéter tout ça, mais vraiment dans un formalisme beaucoup plus adéquat et vraiment inattaquable, hein, parce qu'une offre d'achat,
bah, si tu as oublié de remplir comme il faut, bah, on peut dire bah, elle n'est pas valable. Vous vous rendez bien compte que là, on n'a pas mis les clauses qui vont bien, vous payez cash ou pas cash, c'est pas marqué dessus. Donc on se retrouve tous ensemble chez le notaire, par exemple, ou à l'agence pour faire ce qu'on appelle un compromis. Et là, le compromis, c'est ce qu'on appelle un contrat synallagmatique, c'est-à-dire qu'il engage les deux parties cette fois-ci. D'accord ? Donc ça se signe soit à l'agence, soit chez le notaire. C'est ce qu'on appelle le pré-contrat. Et donc là, la vente est dite parfaite. C'est-à-dire que si tu signes le compromis, c'est vendu. Voilà, c'est le pré-contrat. On attend la réitération authentique pour signer la vente définitive en attendant de purger les conditions suspensives. Par exemple, ton acceptation de crédit. Par exemple, la DIA que le notaire envoie à la ville pour savoir si elle veut préempter ou pas. À partir du moment où tu signes le compromis, c'est le contrat qui est en attente d'être réitéré. D'accord ? C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, tu négocies plus. Parce que la vente est parfaite. Tu ne vas pas pouvoir dire « Ah ben les frais de notaire, c'est vous qui les payez ». Non. On ne peut plus revenir en arrière une fois que tu as signé le compromis. Tu ne peux pas dire « Bah non, c'est vous qui payez les charges de copro ». C'est ce qui a marqué dans ton compromis. On ne peut plus négocier après le compromis. Le compromis, c'est ce qui fait la vente. D'accord ? Donc, c'est en attente de la réitération authentique où là, tu seras vraiment le vrai propriétaire aux yeux de la loi si la mairie ne préempte pas et si tu obtiens donc ton crédit, si tu as fait une clause d'obtention de crédit. D'accord ? Donc, il faut prévoir tes clauses, tes conditions suspensives, donc obtention de prêt, si tu as besoin de changer des choses, d'autorisation d'urbanisme, hein, d'accord, il faut que tu aies j'en sais rien, si tu as posé un permis de construire sur un terrain, il faut qu'il soit accepté. Tu vas pas acheter un terrain où tu peux rien faire dessus. Donc tout ça, tu le mets en conditions suspensives. Si tu, par exemple, si tu as besoin de vendre ton appartement pour acheter un autre appartement, hein, d'accord, donc tu peux dire, voilà, sous réserve que moi je vende mon appartement à tel prix, sur tel secteur et tout. Tout ça, il faut le noter donc dans le compromis. Et pareil, si tu veux négocier le prorata de taxe foncière, eh ben, il faut le marquer dans le compromis, d'accord. Les charges de copropriété, que ce soit, voilà, suivant si c'est avantageux pour toi ou pas, que ce soit le proprio qui les paye, ou la régule, qui va avoir la régule, est-ce que c'est le vendeur ou est-ce que c'est l'acheteur, d'accord. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'un compromis, ça t'engage, on ne signe pas un compromis comme ça, hein, en attendant de voir et tout, et peut-être que je vais me rétracter, parce que ça, tu joues ton image, et voilà, va pas griller des cartouches. Alors bien évidemment, si tu as acheté en nom propre, tu as une possibilité de dénoncer le compromis sous 10 jours. Voilà, tu as une faculté de te rétracter, d'accord. Tu as cette possibilité-là, mais bon, c'est pas sérieux, ça donne une très mauvaise image de toi et ça donne une très mauvaise image des investisseurs en général. Tu signes, personne te met un couteau sous la gorge. Donc si tu signes un compromis, on va au bout du compromis et on achète, d'accord. Donc on ne peut plus négocier normalement après le compromis, normalement, sauf si tu utilises une technique de salopard, par exemple, de revenir dessus et j'en sais rien, prétexter que tu vas utiliser donc ta clause de rétractation parce que tu as découvert quelque chose d'autre et que voilà, est-ce qu'on fait un avenant au compromis ou alors est-ce que je me rétracte. Bon, ça peut être des techniques suivant des cas particuliers, mais là c'est vraiment à faire que si la balance de pouvoir penche vraiment vers toi et c'est pas très gentil pour le vendeur. Mais bon, après, quand c'est soit toi, soit l'autre, hein, voilà, après, voilà. Donc, pourquoi je te parle de tout ce sujet? C'est parce qu'il y a eu pas mal de questions par rapport au séquestre. Donc, le séquestre, qu'est-ce que c'est? Eh ben, c'est une somme que le notaire, et donc il y a deux choses que tu peux payer le jour du compromis chez le notaire, par exemple. Tu as donc les frais de compromis, hein, c'est-à-dire que le notaire, lui, depuis à peu près 2-3 ans, ben, il va te demander de verser 250 balles de provisions qui seront perdues si tu te rétractes de la vente. Pourquoi? Parce que ben, ça coûte des sous au notaire, il passe du temps et puis il demande des pièces qui sont payantes et donc il te les fait, coucou Lila, ben, il te fait payer une petite partie. Si tu te rétractes, c'est perdu. Voilà, ben, c'est comme ça. Tu sais que le vendeur, lui aussi, il a des dépenses, hein. Il fait passer les diagnostics, par exemple. Si c'est dans une copro, il a payé un état daté, donc il a quand même avancé de l'argent aussi. Et puis, accessoirement, il te bloque le bien. Ben oui, il ne peut pas le vendre à quelqu'un d'autre, hein. Il a fait une promesse.
D'accord? Donc, bah, c'est normal d'aller au bout. La deuxième somme que le notaire il peut te demander, ou que l'agence aussi peut te demander, c'est ce qu'on appelle un séquestre. Alors, un séquestre, qu'est-ce que c'est? Eh ben, c'est une somme que tu mets, que tu verses en séquestre, donc, qui viendra en déduction. Ah, ta gueule, toi. Pardon, excusez-moi, je suis mal poli ce soir. Voilà, donc c'est une somme pour montrer ton sérieux. Et de plus en plus, et j'ai dû le faire une fois, déposer un séquestre pour prouver ton sérieux. Et tu vois, il y a tellement de gens maintenant qui se rétractent, qui ne vont pas au bout. Moi, j'appelle ça des touristes de l'immobilier, que maintenant, bah, tu vois, il y a des gens qui ont été échaudés. Maintenant, ils disent, moi, je veux un séquestre parce que ça engage. Alors, ça engage oui et non, parce que si les clauses suspensives ne sont pas levées, le notaire doit te rendre ton séquestre. C'est-à-dire que si tu déposes 10 000 balles sur la table et que tu n'as pas ton prêt, bon, conditions suspensives, bien dans les dates. Tu t'engages à certaines dates à remettre et tout. Donc, sois rigoureux, respecte les dates. Si malheureusement, tu n'as pas ton prêt, par exemple, eh ben, on te rend le séquestre. Si tu n'as pas obtenu le permis de construire, par exemple, on te rend ton séquestre, bien évidemment. Si c'est parce que toi, tu changes d'avis, là, c'est autre chose. Parce qu'en général, le séquestre, on va le mettre idéalement pour le vendeur du montant de ce qu'on appelle la clause pénale. Attends, Lila, qu'est-ce qu'elle me dit? Commence pas à dire des gros mots comme Kevin. Non, mais il y a des gars, ils savent que je suis en live, ils regardent pas le live, ils me posent des questions. Donc, à un moment, voilà quoi. On posera les questions après. On regarde le live où tu les poses en direct. Donc la clause pénale, qu'est-ce que c'est? Bah tu vois, le vendeur, lui, il immobilise le bien. Je te dis, il a fait des dépenses. Et il ne propose pas le bien à quelqu'un d'autre. Donc toi, tu es censé être sérieux. Si tu lui fais perdre son temps, s'il rate un acheteur qui était vraiment plus sérieux, et écoute, il va prendre 10% du montant de la vente. Et donc c'est la clause pénale, c'est-à-dire que là, tu es puni. Pénal, ça veut dire punition. Tu es puni parce que tu as changé d'avis. Tu lui laisses pour le dédommager 10% de la vente. Et en général, si tu as constitué 10% de séquestre, écoute, le notaire, il n'a pas besoin d'aller courir te mendier l'argent. L'argent, il est déjà sur place. Il n'y a plus qu'à le prendre et le donner au vendeur. Donc c'est pour ça qu'on t'embête un petit peu avec le séquestre. Alors, est-ce que c'est obligatoire ou pas? Non, tu peux faire des ventes sans séquestre. Et si on te le propose, je vais te donner un petit peu ma technique, comment moi je fais. Aussi, donc le compromis, tu peux signer avec l'agence. Moi, j'aime pas trop. Ça dépend aussi du rapport de force. Est-ce que vous êtes nombreux sur l'affaire? Est-ce que tu peux faire difficile ou pas? Ce qu'il faut savoir, c'est quand tu fais le compromis avec l'agence, il y a plein de petites clauses pourries. J'en sais rien. Les frais d'agence sont dus quand même si tu te rétractes parce que t'as pas donné le truc pendant le bon timing ou je sais pas quoi. Et bizarrement, il te met les timings les plus courts. L'offre de prêt, il faut que tu l'aies en 45 jours. Enfin, j'en sais rien. Et là, toi, il y a toujours la clause pourrie pour que tu dois quand même les frais d'agence, même si... Enfin voilà, donc les mecs, c'est tout pré-édité, pré-machiné, tu as toujours les lignes pourries qui vont pas. Donc, au mieux, essaye de faire avec le notaire. Donc le notaire te le rédigera avec les clauses qui vont bien. Et essaye d'éviter. Après, si tu sais qu'il y a 50 gars qui sont derrière toi et tout, que tu n'as pas trop le rapport de force en face de toi, tu vas en agence, voilà. Ou si tu t'entends bien avec l'agent, que ça s'est toujours bien passé, pourquoi pas. Mais essaye de prendre avec le notaire. C'est une négociation aussi. Des fois tu peux, des fois tu peux pas. Alors Lila, qu'est-ce que tu nous dis? Sanction du caprice dans le jargon. Voilà, tu vois. Donc quand on a besoin d'avoir les mots de l'immobilier, on demande à Lila, notre grande spécialiste. Voilà le caprice, c'est ça un caprice. Donc, alors, comme il y a de plus en plus de ventes qui n'aboutissent pas, qu'il y a de plus en plus de touristes de l'immobilier, on va t'emmerder avec ce fameux séquestre. Alors, comment tu peux faire? Pardon, je m'étouffe. Comment tu peux faire pour éviter de constituer ce séquestre? Moi, j'en ai fait une fois parce que là, il fallait vraiment pas que je rate la vente. On avait vraiment une grosse négociation. On l'avait très bien. Même on a pris le notaire du vendeur, ce qu'on ne fait jamais parce qu'il fallait absolument bloquer le truc et faire plaisir parce qu'on avait eu un appart vraiment hyper pas cher. Mais quand on te propose le séquestre, il y a des façons d'essayer de déconduire le truc ou de retourner la situation. Voilà, moi il y a un truc que j'aime bien faire et je vais t'expliquer un petit peu. Mais déjà, pourquoi on te parle de séquestre? Salut Jean-Michel, pourquoi on te parle de séquestre? Tu vois, c'est pour rassurer le vendeur. C'est que le vendeur, il se dit, si ça va pas jusqu'au bout, clause pénale, je perds mon temps,
et patati et patata, et qu'est-ce qui se passe si... Donc si on parle de clause pénale, c'est que la personne en face, elle a peur que tu n'as pas jusqu'au bout. Donc la peur, c'est une objection, hein, comme toi quand tu vas acheter une voiture, tu as peur que si tu te craches, tu meurs. Donc le vendeur, il va dire, oh mais écoutez, elle a 5 étoiles, au truc, vous pouvez vous prendre un platane à 80 à l'heure, vous ressortirez sans une égratignure, quoi, parce qu'elle a 5 macarons sur le truc. Tu vois, donc on lève l'objection, on lève la peur, et donc après tu peux dire, bah voilà, je sors le bon de commande, et quelle couleur je vous mets la voiture, hein. Voilà, donc si tu as répondu une couleur, tu as perdu. Bien évidemment, le vendeur, il s'en fout, il fait pas un concours de savoir s'il vend le plus de voitures rouges ou je sais pas quoi. Si tu dis vert, ben, ça veut dire que tu veux la voiture, donc il remplit le bon de commande, d'accord? Il s'en fout de la couleur. Hein, pareil, les gens qui t'appellent pour te faire des sondages ou des trucs comme ça, vous préférez un rendez-vous le matin, l'après-midi, ils en ont rien à foutre. Du moment que tu dis le matin ou l'après-midi, c'est que c'est bon. Tu veux qu'un gars il vienne faire une enquête chez toi, par exemple, qu'il vienne te mettre les panneaux solaires, d'accord? Donc c'est ce qu'on appelle une alternative, là. Hein. Donc au passage, technique de vente, on fait tout. On va faire du marketing, on va faire... J'ai fait une école de commerce aussi. Donc si tu as des questions par rapport au marketing, je peux te renseigner un petit peu. D'accord? Donc, on répond à l'objection. La personne, elle a peur que ça n'aille pas au bout. Donc toi, si elle a peur, c'est que tu n'as peut-être pas fait tout ce qu'il fallait au niveau de prouver ton sérieux. Moi, écoutez, monsieur, j'ai déjà acheté 15 appartements. J'ai toujours été au bout de mes compromis, j'ai toujours eu mes financements, il faut rassurer l'acheteur, enfin le vendeur. Nous sommes des gens sérieux. Je fais un crédit à 110%, ce sera vraiment dommage de bloquer de la trésorerie, ça sert à rien. J'ai déjà l'accord de mon banquier. Dans 15 jours, je vous amène l'offre de prêt, voilà, on va pas s'embêter à faire un séquestre, le bloquer et tout, d'accord? David, question ouverte. Ah, l'alternative, c'est plus le matin ou l'après-midi. La voiture, vous la voulez rouge ou verte, d'accord? C'est pas tout à fait pareil. Hein, voilà. La question, question ouverte ou l'alternative, c'est pas toujours pareil. Alors Erwan, tu peux dire que c'est un prêt à 110%. Oui, mais le vendeur, il en a rien à foutre. Bah c'est très bien, vous faites 110%. J'espère quand même que vous avez de l'argent un peu à côté. Parce que là, vous faites un 110% parce que vous n'avez pas de thunes à côté, vous n'avez pas d'épargne, et vous voulez acheter mon bien. Oh là là, mais je suis encore plus inquiet qu'avant. Donc je fais à 110% parce que c'est plus avantageux pour moi qui fais un investissement d'avoir des intérêts à déduire. Évidemment, si je voulais vous le payer cash, j'ai l'argent, vous inquiétez pas, je peux vous le payer cash. Mais moi, pour faire un investissement, les intérêts d'emprunt seront déductibles. J'ai intérêt de faire un prêt à 110%. Voilà, ce n'est pas une question de solvabilité, rassurez-vous, j'ai de l'argent à côté. Donc le prêt, évidemment, tu vas faire à 110%. C'est un élément, mais ça ne va pas rassurer plus que ça le vendeur. Voilà, c'est un fait. Malheureusement, tu fais à 110%, il préférait que tu achètes cash, hein, je vais te dire. Hein, si tu achètes cash, il préférerait. Donc, moi, une technique, c'est de jouer sur l'émotionnel. Tu vas me dire ce que tu en penses, et c'est d'essayer de retourner le rapport de force. Parce que quand on te propose de payer tout de suite, c'est que peut-être que aussi le vendeur a un rapport de force. Sinon, en général, quand tu es le seul acheteur, il ne faut pas trop te dégoûter avant de signer le truc. Hein, donc, s'il te propose ça, c'est qu'en général, soit il y a d'autres personnes qui sont derrière, qui elles ont peut-être proposé de payer cash, peut-être avec des revenus meilleurs que toi, et donc là, pour prouver ton sérieux, parce qu'on te sent un petit peu plus, on va te demander de déposer un petit peu d'argent sur la table. Donc en général, quand on te propose un séquestre, c'est que le vendeur, dans la balance de pouvoir, et il est un petit peu plus par rapport à toi. Donc là, ça va être à toi d'essayer de renverser les choses. Et donc là, il faut aller sur le terrain de la moralité, hein, parce que ça n'est pas objectif, d'accord? On va aller sur des terrains pas objectifs, parce que sinon c'est, clause pénale, 10%, si tu payes pas, c'est carré ça. Donc là, il faut aller sur un terrain de la subjectivité. Et donc, faut jouer, donc par exemple, être sur le terrain de la loyauté. Tu dis, moi écoutez, je suis l'acheteur, j'estime être loyal, si je m'engage à vous faire une proposition, c'est que je vais au bout, et ça me déçoit vraiment. Moi je pensais faire vraiment de mon mieux et vous plaire au maximum, et je vois, tu vas chialer devant le truc, hein. Tu lui dis que les gens en face, ils n'ont pas l'air d'être vraiment loyaux, ça m'emmerde un peu, parce qu'en général, je fais des affaires avec des gens loyaux, quoi. Moi, si je mets tout dans la balance et qu'en face, on me sort le parapluie, le cache-colle, et voilà, c'est que je suis pris pour quoi, là?
Et donc là, tu retournes encore plus le truc et tu vas jouer vraiment sur l'émotionnel. Parce que là, si on te demande de mettre un séquestre, c'est que quoi en fait le problème? C'est que vous croyez pas à ma proposition? Vous pensez que je suis un touriste de l'immobilier? C'est ça que vous êtes en train de me dire? Si vous acceptez une proposition à laquelle vous ne croyez pas, c'est que je suis la dernière chance, en fait, c'est ce que vous êtes en train de me dire. Si la personne veut que je fasse un séquestre, c'est parce qu'elle ne croit pas en ma proposition, qu'elle n'a pas eu d'autre alternative, c'est-à-dire que j'ai dû être le seul à faire une offre, et que comme la personne, elle doit être prise à la gorge pour vendre, elle a accepté une proposition à laquelle elle ne croyait pas. Donc si j'étais la dernière alternative, la seule chance de vendre, peut-être que j'aurais pu négocier, maintenant que vous m'y faites penser, j'aurais pu négocier plus. Ah bah finalement, l'offre que je vous ai fait, je vais peut-être la revoir, parce que finalement, si vous y croyez pas trop et que je suis peut-être la dernière chance du truc, je l'ai peut-être acheté trop cher, maintenant vous mettez le doute. Bon alors t'essaies de le prendre comme ça, et en général, normalement, celui qui se sentait un peu en position de force, l'agent immobilier qui te fait ça, bah, il commence à avoir des gouttes sur le front, en train de dire, oh là là mon Dieu, le truc il est en train de se casser la gueule, et on va peut-être essayer de rattraper les pots cassés. Parce que là, tu es en train de dire que, écoutez, si on me demande un séquestre, c'est que vous estimez que je ne suis pas sérieux, que peut-être ça n'ira pas au bout. Et si vous acceptez de signer avec moi, c'est que je suis la dernière chance. Sinon, vous auriez pris quelqu'un d'autre de plus sérieux. D'accord? Et tu essaies de retourner le truc comme ça. Et donc, au final, tu dis, bon, allez, bon, bah, pas de séquestre. Hein. Ou sinon, on renégocie. D'accord? Alors... David, c'est risqué s'il y a du monde derrière. Ben voilà, hein, chaque cas est particulier, mais bon, si en général le mec il te parle de séquestre, c'est que la balance est de son côté, hein, la balance de pouvoir est de son côté. Après, faut adapter et tout. Hein. Moi, comme je t'ai dit tout à l'heure, sur un bien, j'ai posé un séquestre parce que quoi? Parce que c'était vraiment pas cher et que ça allait se vendre de toute façon. Donc il fallait que ça se vende à moi. Donc tous ces désirs étaient... voilà, je devais exaucer tous les désirs. Voilà. Bon, après savoir, mais de le jouer sur l'émotionnel, et ben peut-être que le vendeur il se dit putain ça va se casser la gueule le truc, pour une histoire de papier, de séquestre ou de je sais pas quoi, bon on va laisser tomber. Voilà, tout est une question de dosage, tout est une question de cas par cas, de voir où penche la balance de pouvoir, et tu vois bien que bon ben, si tu le joues comme ça peut être une technique pour sortir du séquestre. Hein. Après, tu peux dire je fais à 110%, mais encore une fois, le vendeur, il en a rien à foutre que tu achètes cash ou pas. Quoi. Même à la limite, il préfère entendre que tu achètes cash. Quoi. Alors, Alex Jean-Louis, oui, c'est ce que je fais. Le vendeur voulait 10% et on s'est arrangé pour 5000. Oui, bah, c'est caisse, tu peux le négocier, tu n'es pas obligé de mettre 10%. Tu peux dire, moi, écoutez, moi, ça m'embête, hein, moi, j'ai de l'apport, enfin, j'ai de l'argent, mais il est sur des supports qui sont bloqués. Si je casse mon assurance vie pour un mois, enfin, vous imaginez, je vais avoir des pénalités de l'autre côté juste parce que, bon, bah, enfin voilà quoi, c'est bon, on est adulte, j'ai toujours été au bout de mes engagements, ça me vexe un petit peu là que vous me preniez pour quelqu'un qui est insouciant, c'est vraiment pas, c'est mal me connaître. Appelez mon notaire, appelez maître Tartampion, il va vous dire quoi, mais je suis pas un touriste de l'immobilier quoi. Bon, ça se discute. S'ils veulent vraiment un séquestre, le montant du séquestre peut se négocier. Tu peux dire, bah allez, on bloque 2000 balles, quoi. Hein. On bloque 1%, 2%, 5%, tu n'es pas obligé de mettre 10%. Ça se négocie aussi si la personne veut vraiment rien entendre. D'accord? Donc tout se négocie. Jean-Michel. Alors, Jean-Michel, si tu en discutes le jour de la signature du compromis, c'est bon. Le vendeur, il va quand même sans séquestre. Ben voilà, après... ce qu'il faut retenir en négociation, plus la personne en face a d'alternatives, c'est-à-dire que si toi ça se fait pas avec toi et qu'il y en a 5 autres qui attendent derrière, qui sont prêts à payer cash, bon, l'autre personne, bah, elle a le choix. Hein, voilà. Donc c'est pas pareil que si tu as été le seul gars qui a proposé une offre depuis un an. Tu vois? Donc, il faut que tu regardes de quel côté penche l'avantage. Est-ce que c'est de ton côté, bah, tu peux négocier plus de choses. Si c'est du côté du vendeur, eh bah, toi, il va falloir accepter de manger des couleuvres. Voilà. Salut Susanna, you're late, sorry, oh, ce n'est pas grave. T'as vu, je parle très très bien anglais, tu auras le replay after me, ok? Bon, Jean-Michel, surtout que ça sert à rien le séquestre quand tu as 3 refus. Bon, bah c'est ça le truc, hein. Si tu n'as pas ton prêt, hein, tu peux le séquestre, ils te le rendent, ça, il n'y a aucun problème par rapport à ça. Mais bon, ça peut être chiant, cette histoire de séquestre. J'avais une question, bah d'ailleurs, ça devait être toi, Susanna, qui m'avait demandé, donc est-ce qu'on peut se rétracter, donc tu as fait une offre d'achat, est-ce que tu peux te rétracter entre
ton offre et la rédaction du compromis. Et évidemment que tu peux te rétracter. Ça la fout mal, ça veut dire que tu ne tiens pas tes engagements, mais tu peux te rétracter. De toute façon, tu auras la faculté de te rétracter après le compromis. Voilà. Sauf si le compromis, tu peux te rétracter que si tu es une personne physique. Hein, tu as les lois consommation qui te protègent. Si tu signes le compromis en personne morale, type en SCI, tu ne peux pas te rétracter, tu n'as pas de clause suspend, enfin de faculté de te rétracter. D'accord? Donc si tu achètes par le biais d'une SCI, on signe toujours en nom propre avec une clause de substitution personne physique ou personne morale. C'est-à-dire que n'importe quelle société pourra se substituer à toi pour la réitération authentique. D'accord? Donc on fait toujours les actes en nom propre pour avoir cette faculté de pouvoir te rétracter, d'accord? Donc tu peux te rétracter. Alors effectivement, comme je t'ai dit tout à l'heure, tu as des honoraires, le notaire va te faire payer 250 balles, et voilà, si tu t'en vas avant la signature du compromis, est-ce que le notaire, donc là c'était le sens de ta question, Susanna, est-ce que le notaire, donc qui a travaillé sur le dossier, qui a demandé des documents pour rédiger le compromis, si toi tu n'y vas pas, est-ce que on te fait payer quand même ses frais? Dans l'usage, je vais te dire non, parce que le notaire, on ne peut pas te faire payer des choses sur lesquelles tu n'as pas eu de service en échange. Après, le notaire peut être fondé sur le fait que la vente était parfaite, que tu t'étais engagé, donc que tu te rétractes, et donc voilà. Donc j'ai envie de te dire, c'est du cas par cas. Hein, ce qu'il faut savoir, c'est que le vendeur, lui, il a payé des diagnostics, il a payé un état daté, si c'est dans une copropriété, il a peut-être raté des acheteurs, et donc ça la fout vraiment, vraiment mal. Alors, Stéphane, est-ce que tu peux monter le son un petit peu? Ben non, je ne peux pas monter le son un petit peu, parce que c'est un micro comme ça. Est-ce que vous m'entendez pas bien en fait? Ah, toi, il faudrait peut-être monter le son sur ton écran. D'habitude, ça marche, mais après, peut-être que mon écouteur, j'ai un écouteur qui marche et l'autre qui marche pas. J'ai peut-être eu la poisse de prendre celui qui marche pas. Est-ce que vous m'entendez bien ou pas? De toute façon, on arrive à la fin du live là. Hein. Donc, on n'a pas eu autant de monde que d'habitude parce que c'est un week-end prolongé. On se verra tous donc la semaine prochaine au congrès donc du club des rentiers. Donc, j'espère que ça a répondu. J'espère que ça a répondu à toutes vos questions. Donc, Susanna, tu essaies d'aller au bout. Évidemment, si c'est une affaire qui pue, bah, tu t'en vas et puis tu dis rien du tout. Et si le notaire te dit rien, et bah, tu laisses comme ça. Et puis voilà, ça partira dans les archives. Et puis voilà. D'accord, d'accord. Donc, Bruno, la faculté de retrait, c'est uniquement sur les habitations ou sur les biens commerciaux aussi. Donc, c'est pour les habitations. Si tu achètes un local commercial, et par exemple, si tu achètes un immeuble où il y a un local commercial au rez-de-chaussée, eh ben, tu vois, tu ne pourras pas te protéger avec cette clause-là, parce que sur des locaux commerciaux, par exemple, bah, tu n'as pas possibilité de te protéger avec ça. Donc c'est pour un appartement d'habitation ou des choses comme ça, d'accord? Donc à partir du moment où il y a un local commercial, faut vraiment faire attention. C'est une excellente question et en plus on ne l'avait pas abordée. Donc Bruno, merci beaucoup pour cette question. Si vous avez d'autres questions, bah, j'y répondrai avec plaisir en direct, sans filet, sans rien du tout. Et sinon, bah, je vais vous laisser. Ouais, merci Bruno, merci pour ta question. Et sinon après, bah, je vais vous laisser, je ne sais pas quelle heure il est. 21h05. Je vois pas le temps passer avec vous. Bon, je vois qu'il n'y a plus de questions. Donc je vais vous laisser, je vous embrasse tous très fort. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, samedi à partir de 9h, au Bellucci's à Paris, dans le 5 rue de Dunkerque. Jean-Michel, une dernière question. J'avais préparé mon micro, Jean-Michel. Alors, peut-on déduire les frais notariés sur le revenu foncier quand on fait du nu au réel? Non. Non, on ne peut pas déduire les frais notariés. La seule chose que tu peux déduire, c'est si tu fais une hypothèque, par exemple. Si tu fais une hypothèque, les frais de garantie, tu peux les passer en charge. C'est la seule chose dans les revenus fonciers. Donc la partie des émoluments de notaire, par exemple les inscriptions au registre des hypothèques, là tu peux les passer en charge. Sinon tout le reste, malheureusement, non. Si tu loues en nu, il faut absolument, si tu veux vraiment déduire tout ça, bah, c'est le passer en société. Donc ça implique, des choses. On va pas pouvoir en parler sur ce live-là.
Mais si tu fais une SCI à l'IS, par exemple, ou si tu es dans une SAS, des choses comme ça, tu vas pouvoir passer des choses en charge, mais en foncier classique, non, les frais de notaire, tu ne peux pas les déduire sur les futurs revenus fonciers, ça n'est malheureusement pas possible. Il faut faire soit du meublé, donc en location meublée, donc ça sera des BIC, ça sera plus des revenus fonciers. Donc on ne peut pas, il n'y a que la partie garantie, donc qui est considérée comme une assurance, c'est la petite subtilité que tu pourras passer. Donc tu as une petite partie d'émolument que tu vas pouvoir faire passer en charge, mais c'est pas grand chose, c'est les frais de garantie. Voilà, voilà. Donc si vous n'avez pas d'autres questions, eh bien, écoutez, je vais vous laisser. Je vais vous souhaiter tous une très très bonne soirée. Donc je vous dis à samedi prochain. Peut-être que dimanche, je ne sais pas à quelle heure je rentre, je vous ferai peut-être un live de débriefing de ce congrès. On va faire des vidéos, on va vous faire partager un petit peu ce bon moment. Ça promet d'être génial. En tout cas, moi je compte sur vous car n'oubliez pas, c'est toujours les vacances au club des rentiers. Yeah. On a de la chance, on est tous invités. Yeah. Du lundi au dimanche, hiver comme été. Yeah. C'est toujours les vacances. Où ça? Au club des rentiers. Allez, chante. Tous les sujets que vous préférez, yeah, ils sont ici. Merci à vous, au club des rentiers. Yeah, yeah. Et tous les lives que vous adorez, yeah, vous pourrez les voir. Où ça? Au club des rentiers. Voilà pourquoi au club des rentiers, yeah, yeah, toujours sera le rendez-vous préféré de milliers de copains comme vous enchantés. Yeah. Numéro 1, vive le club des rentiers. Le groupe Facebook numéro 1. Numéro 1, le club des rentiers. Merci William, de rien. Je vous embrasse tous très très fort. À samedi prochain et à bientôt.